Simon, je veux pas aller à l'école, de Stephanie Blake. Il était une fois un lapin coquin que vous connaissez bien. Lorsque sa maman lui dit « Demain, c'est ton premier jour d'école, mon chéri », il répondit « Ça va pas, non ?» Lorsque son papa lui dit « Mais, mon petit lapin, tu vas apprendre l'alphabet », il répondit « Ça va pas, non ?» Et ce soir-là, Simon n'arrivait pas à s'endormir. « J'ai peur. J'ai pas peur. J'ai peur. J'ai pas peur. J'ai peur. J'ai pas peur. » Maman! Je veux pas aller à l'école. Lorsque sa maman lui dit « Tu es le plus courageux de tous les petits lapins. Tu es mon super lapin. » il répondit « Ça va pas, non ?» Le lendemain matin, lorsque sa maman lui dit « Dépêche-toi de manger tes tartines, mon petit lapin. Il faut bientôt partir pour l'école. » il répondit « Ça va pas, non ?» En chemin, lorsque son papa lui dit « Tu vas te faire des amis et tu vas apprendre plein de nouvelles choses. Tu es mon grand lapin. » il répondit « Ça va pas, non ?» Devant l'école, lorsque son papa l'embrassa et lui dit « À tout à l'heure, mon chéri, je te laisse ici », d'une toute petite voix, il répondit « Ça va pas, non ?» À l'école, il se passa 1000 choses. Tout d'abord, il pleura. Puis, il dessina. À la récré, il joua. À la cantine, il mangea de la mousse au chocolat. Ensuite, il se reposa. L'après-midi, il tambourina. Et à 4h30, lorsque sa maman arriva et lui dit « On rentre à la maison, mon chéri ?» Simon répondit « Ça va pas, non ?» Mon histoire du soir. Wish, Acha et la bonne étoile. Magnifico, le roi de Rosa, possède le pouvoir d'exaucer le souhait le plus cher de ses sujets. Une fois qu'ils l'ont révélé, ils l'oublient aussitôt, car le souverain conserve les vœux en lieu sûr. Acha vit heureuse avec Sabino, son grand-père, et Sakina, sa mère. Accompagnée de Valentino, leur chevreau, elle s'apprête à rencontrer Magnifico. Au château, l'adolescente s'arrête pour saluer ses amis qui travaillent dans les cuisines. Elle en profite pour leur confier qu'elle espère devenir la prochaine apprentie du roi. La reine Amaya vient ensuite la chercher, car Magnifico l'attend. Dans les escaliers, la souveraine affirme à Acha qu'elle croit en elle et qu'elle voit que le sort des habitants lui tient à cœur. Le roi conduit Acha dans l'observatoire, où il conserve les bulles de vœux de ses sujets. Là, il lui explique qu'il n'exauce que les souhaits qui sont utiles au royaume. Dans ce cas, ne faudrait-il pas rendre les autres vœux à leurs propriétaires ? S'étonne Acha. Chacun a le droit de poursuivre son rêve par lui-même. C'est moi qui décide qui réalise son vœu ou non, conclut Magnifico sévère. Au terme de l'entretien, Acha n'est pas engagé. Pire encore, lors de la cérémonie des vœux qui suit, le roi n'exauce pas le souhait de Sabino, dont c'était pourtant l'anniversaire. Désespérée par la situation, Acha se réfugie dans la forêt. Perchée sur la branche d'un arbre, elle adresse un vœu au ciel étoilé. Que chacun ait la chance de poursuivre ses rêves. Tout à coup, une lumière vive descend sur tout le royaume, répandant le bonheur autour d'elle.
Puis Star, l'étoile qu'Acha vient de prier, apparaît. La jeune fille apprend alors que tous les êtres sont faits de poussière d'étoiles. La boule dorée entraîne la jeune fille dans l'observatoire, afin d'y récupérer les vœux de sa famille. La petite étoile retrouve celui de Sabino, mais pas celui de Sakina. Lorsque Magnifico découvre qu'Acha a repris un vœu, il se rend chez elle. Pour punir la jeune fille, il détruit la bulle de Sakina, qui hurle de douleur. Acha s'enfuit avec sa mère et son grand-père sur une île. Dès que sa famille est en sécurité, elle repart avec Star et Valentino, déterminée à arrêter le roi malveillant. Dans la cour du château, Magnifico déclare qu'Acha est devenue une menace. Au même moment, une souris vient chuchoter à l'oreille de la reine, missionnée par Acha. Le petit animal supplie Amaya de les aider. En désaccord avec son époux, la reine accepte et rejoint l'adolescente et ses alliés. Acha révèle que Magnifico veut conserver les vœux pour lui seul. Aussi doivent-ils les libérer. Pendant qu'elle fait diversion, les autres délivrent les bulles de vœux. Hélas, Magnifico est bien trop puissant. Il arrête le groupe et emprisonne Star dans son sceptre magique. Aussitôt, les bulles retombent sur le sol. Acha tente de venir au secours de l'étoile, mais le roi utilise ses pouvoirs pour l'immobiliser. « Tu n'es rien !» hurle-t-il. Malgré sa détresse, la jeune fille repense à Star. « Nous sommes des étoiles !» balbute-t-elle. Ivre de pouvoir, Magnifico ne voit pas la lumière qui émane du cœur d'Acha lorsqu'elle se met à chanter. Contrairement au roi, les habitants de Rosa remarquent cette lueur et joignent leur voix à celle de la jeune fille. Leur chant est si fort qu'ils triomphent de la magie maléfique de Magnifico. Vaincu, le roi ne maîtrise plus son sceptre. L'étoile est libérée et Magnifico se retrouve enfermé à sa place dans le bâton. Star peut maintenant restituer chaque vœu à son propriétaire. Le petit être brillant remet ensuite une baguette magique à Acha. « Que suis-je censé en faire ?» s'étonne la jeune fille en l'apprenant. Mais dans son cœur, elle le sait déjà. Elle va aider les gens à exaucer leurs souhaits. Cars 3. Mon histoire du soir. Disney et Pixar. Édition Hachette Jeunesse. Rapide, je suis rapide, se répète Flash McQueen avant d'entrer sur le circuit. Depuis la disparition de son entraîneur et ami Doc, il sent sa présence à ses côtés. « Cette course est pour vous, Doc », s'écrie-t-il en démarrant. Alors qu'il se prépare à entamer le dernier tour de piste, un jeune bolide de la nouvelle génération le dépasse et gagne la course. « Mon nom est Jackson Storm, et c'était un plaisir de te battre », lance-t-il méchamment à Flash, devant les caméras. Désormais, Storm remporte toutes les courses. Humilié, Flash est déterminé à gagner la dernière compétition de la saison. Prêt à tout pour rattraper Storm, il fait surchauffer son moteur. C'est alors qu'il a un terrible accident sous les yeux de Sally, son amoureuse. Quelques mois plus tard, Flash ne se sent toujours pas lui-même. Il repense sans cesse à l'accident qui a mis un terme à la carrière de champion de Doc. Après avoir discuté avec Sally, il se rend compte qu'il n'est pas encore prêt à prendre sa retraite. Pour s'entraîner, Flash se rend dans le centre de course de son sponsor, Rust Hayes. Là, il fait la connaissance de Sterling, son nouveau patron de chez Cruz Ramirez, la meilleure coach dans le domaine de la course.
Sterling l'a chargé de s'occuper de Flash. Lorsque Flash essaie le simulateur de course, il ne parvient pas à rouler assez vite. Il n'est plus du tout au niveau, comme Doc lui manque. Cela lui donne une idée. Il ne peut plus parler à Doc, mais il peut aller voir Smokey. C'est lui qui a entraîné Doc autrefois. C'est ainsi que Flash conduit Cruz à Thomasville, là où habite Smokey. Le vieil entraîneur évoque ses souvenirs et leur raconte que Doc a connu la même situation à son époque. Un jour, Doc a gagné une course en sautant par-dessus un petit jeune qui était pourtant plus rapide que lui. Smokey a un plan pour préparer Flash. « Tu ne rouleras jamais comme Storm, dit-il, mais tu peux être plus malin. Pour cela, on va demander à Cruz de jouer le rôle de ton adversaire. » Chaque jour, il s'entraîne durement et Flash récupère ses capacités. Pourtant, quand il fait la course contre Cruz, c'est toujours elle qui gagne. « Flash, je t'ai toujours admiré et je rêvais de devenir une voiture de course comme toi, » lui avoue-t-elle. « Mais comme la compétition me fait peur, j'ai préféré être coach. » Enfin, le jour du retour de Flash sur les circuits est arrivé. La course commence bien pour lui. Alors qu'il accélère, il entend Sterling parler à Cruz dans ses écouteurs. « Retourne au centre. Tu es une coach, pas une voiture de course. » Flash n'est pas d'accord. Cruz est une excellente voiture de course. Chaque fois qu'il s'est entraîné avec elle, elle l'a battue. Soudain, un accident a lieu sur la piste. Flash profite du ralentissement général pour rouler vers son stand. « Cruz, c'est toi qui vas finir la course, » s'écrie Flash. « Je veux que tu saisisses ta chance. Rien n'interdit un changement en cours de route, » ajoute Smokey. « Ce qui compte, c'est que le même numéro soit présent du début à la fin. Et désormais, c'est la voiture jaune qui portera le numéro 95. » Sur le circuit, Flash conseille Cruz à l'aide des écouteurs. Quand elle rattrape Storm, le bolide se met à hurler. « Tu n'es pas une voiture de course ?» ?»« Bien sûr que si, » réplique Cruz. Puis, se souvenant de la feinte de Doc, elle fait un saut par-dessus Storm et remporte la course. Quant à Flash, même si sa carrière est loin d'être finie, il compte bien aider Cruz à gagner la Piston Cup. Il sera l'entraîneur de Cruz et il va lui transmettre sa passion pour la course, comme Doc l'a fait autrefois avec lui. Simon. Mais c'est pas juste, de Stephanie Blake. Aujourd'hui, Simon et Ferdinand construisent un avion en carton. « Va chercher un gros feutre noir pour dessiner le tableau de bord, » dit Ferdinand. « Ouais, bonne idée, » répond Simon. Lorsque Simon revient avec le feutre et dit « Je vais dessiner tous les boutons de commande », Ferdinand répond « Non, c'est moi qui le fais. Va chercher un coussin pour faire le siège. » Alors, Simon va chercher le coussin, et lorsqu'il revient, Ferdinand le lui arrache des mains et dit « Génial! Maintenant, va chercher une assiette en carton pour faire le volant. » Et lorsque Simon, vexé, demande « Pourquoi c'est toujours moi qui dois aller chercher les choses ?» Ferdinand lui répond « Parce que, sinon, je ne suis plus ton copain. » Alors, comme Simon veut rester copain avec Ferdinand, il va chercher l'assiette en carton. Cette nuit-là, Simon rêve que Ferdinand lui demande de démonter l'avion parce qu'il est nul. Simon se réveille en sueur et hurle «
C'est pas juste. Lorsque Gaspard se réveille et demande « Quoi n'est pas juste ?» Simon répond « Ferdinand m'oblige à faire plein de choses que je ne veux pas faire, et c'est pas juste. » « Pourquoi tu les fais alors ?» demande Gaspard. « Parce que sinon, il ne veut plus être mon copain. »« Ben moi, des copains comme ça, j'en veux pas, » dit Gaspard. Gaspard a donné une idée terriblement, horriblement géniale à Simon. Et le lendemain matin, lorsque Ferdinand lui dit « On joue à cache-cache, c'est toi qui comptes, sinon je ne suis plus ton copain. » Simon répond « Ça tombe bien, parce que des copains comme toi, finalement, j'en veux pas. » Mon histoire du soir. Raya est le dernier dragon. Les habitants de Kumandra vivaient en paix avec les dragons, jusqu'au jour où le Drune est apparu. Cette ombre maléfique a pétrifié les humains et anéanti tous les dragons, sauf un, Sisu. Cette dernière a chassé le Drune grâce à une pierre chargée de magie, puis a disparu. Les clans de Kumandra se sont alors déchirés, et le pays a été divisé en 5 terres rivales. Quant à la pierre de dragon, elle a été conservée sur la terre de Cœur du Dragon. Aujourd'hui, elle est sous la protection du chef Benja et sa fille Raya. Un jour, Benja invite les représentants des autres clans car il souhaite restaurer Kumandra. Raya sympathise avec Namahari, la princesse de la terre de Croc du Dragon, qui lui révèle que Sisu dormirait à la source d'une rivière. En retour, Raya lui montre la pierre de dragon. Soudain, Namahari attaque Raya et ses soldats surgissent pour voler la pierre. Ils sont rejoints par les guerriers des autres clans qui la convoitent aussi. Dans la cohue, celle-ci tombe et se brise en 5 morceaux, libérant le Drune. Benja le fait reculer en brandissant un fragment de la pierre. Aussitôt, chaque clan s'empresse d'en récupérer un morceau. Raya et son père essaient de fuir, mais ils sont rattrapés par le Drune. Juste avant d'être pétrifié, Benja confie à sa fille son épée et le fragment de la pierre qu'il a conservé. Puis il pousse Raya dans le fleuve avec son ami, Tuk-Tuk. Les 6 années suivantes, Raya cherche Sisu, le dernier dragon, et son seul espoir pour ramener son père à la vie et chasser le Drune. Un matin, elle parvint enfin à le localiser. « J'ai besoin de vous pour anéantir le Drune, » le supplie Raya. « Sans la pierre entière, c'est impossible, » réplique le dragon. Pourtant, quand Sisu touche le fragment de Raya, elle en active la magie. Si elles reconstituent la pierre, elles auront une chance contre le Drune. Pour commencer, elle récupère le fragment du clan de Queue du Dragon. Dès que Sisu l'effleure, elle acquiert la faculté de prendre forme humaine. Poursuivie par Namahari, qui convoite aussi la pierre, Raya et Sisu se lient d'amitié avec le jeune Boon, qui les aide à s'échapper. Sur la terre de Griffe du Dragon, le trio trouve un autre fragment et rallie à sa cause la petite Noi et 3 singes. Enfin, le morceau de pierre de dos du dragon leur est confié par Tong, un guerrier qui se joint également à eux. À présent, il ne leur manque plus que le fragment de Croc du Dragon. « Tu devrais parler à Namahari, » suggère Sisu à Raya. « Nous avons besoin d'elle. » Raya accepte et propose une rencontre à son ennemi. Alors que Namahari hésite à remettre son fragment de pierre à Raya, cette dernière dégaine son épée pour protéger Sisu. Surprise, Namahari tire sans le vouloir avec son arbalète sur le dragon, qui tombe dans le fleuve. Tout espoir d'arrêter le Drune disparaît avec Sisu. Paniqué, Namahari ramasse son fragment et s'enfuit,
Aveuglée par la colère, Raya la rattrape et la combat avec férocité. « Je regrette ce que j'ai fait, halète Namahari, mais tu aurais dû me faire confiance. » Frappée par ces mots, Raya renonce à se venger et court prêter main forte à ses amis. Muni des 4 fragments de la pierre, il repousse les attaques du Drune pour sauver les habitants de Croc du Dragon. Namahari les rejoint avec le 5e fragment. Hélas, le Drune est trop puissant. Raya comprend qu'il faut s'unir pour le vaincre. Elle décide d'accorder sa confiance à Namahari et lui remet son morceau de pierre. Aussitôt, le Drune la pétrifie. À leur tour, les autres donnent leurs fragments à Namahari avant de subir le même sort. « Vite, Namahari, reconstitue la pierre de dragon !» Une onde de lumière se propage alors et pulvérise le Drune. Les humains pétrifiés sont ramenés à la vie par une pluie magique. Au même moment, tous les dragons disparus réapparaissent. Puis, Sisu accompagne Raya jusqu'à Cœur du Dragon où son père les attend. Kumandra est à nouveau uni, lui annonce Raya avec fierté. Mes petits albums, Ozu, de Laurent et Olivier Souillet, Jérémy Fleury. Azuro et l'œuf mystérieux. À Maël, notre petit elfe, ces chérubins au visage d'elfe sont les enfants extraordinaires. Azuro leur est dédié, ainsi qu'à leurs parents. C'est stupide de nous obliger à courir, se lamentait Vermillon. On a des ailes. Le sport, c'est excellent pour la santé, rétorqua Auria avec un sourire. Vu ce que tu as englouti au petit déjeuner, c'est normal que tu n'avances pas, plaisanta Azuro. L'entraînement est terminé, annonça Volfure, qui arrivait à tire d'aile. Vous devez vous rendre dans la couveuse. Faites vite, le roi des dragons vous attend. J'ai besoin de ma brigade de secours, expliqua le roi. Un dragon cigogne a livré cet œuf par erreur. Ce n'est pas un œuf de dragon, se désolait Volfure. Il faut rapidement retrouver ses parents, ordonna le souverain. Vous pouvez compter sur nous, s'exclama Azuro. Les 3 amis présentèrent l'œuf aux habitants des régions les plus proches du royaume des dragons. Hélas, aucune de ces créatures n'en était le parent. Après une pause bien méritée, Azuro prit le temps d'observer l'œuf. La coquille est bizarre, elle est très dure, on dirait de la pierre. Exactement, acquiesça Auria. Voilà un précieux indice. Vermillon, tu peux consulter le manuel des créatures ? Demanda le dragon bleu. Oui, je vais le chercher, répondit le dragon rouge avec entrain. Une fois de retour, Vermillon expliqua. Seuls 3 types de créatures naissent dans des œufs, dont la coquille est en pierre. Les trolls, les sirènes et les phénix. Et je sais où on peut les trouver. Commençons par les trolls, proposa Azuro. Après un court trajet, Vermillon annonça. Voilà la carrière où vivent les trolls. Ils se cachent sous terre. Une seule galerie permet d'accéder à leur royaume. Toutes les autres conduisent à des impasses, mais j'ignore laquelle est la bonne. Heureusement, Auria avait la solution. Elle prononça aussitôt des paroles dans la langue magique des dragons. Vestigis, Rivalaris. Des traces de pas apparurent devant un gros trou. Vite, s'exclama-t-elle. Suivons-les avant qu'elles ne disparaissent. Le tunnel les conduisit jusqu'à un petit escalier de marbre. Après l'avoir descendu rapidement, les 3 amis arrivèrent dans une caverne
où brillaient des milliers de diamants et de rubis. Au centre de la salle, le roi des trolls les attendait. « Quel bonheur d'accueillir d'adorables dragonos dans notre royaume !» se réjouit le souverain. « Merci d'avoir pris le temps d'apporter cet œuf. Mais il ne s'agit pas d'un œuf de troll, il est trop petit. » « Nous sommes désolés de vous avoir importuné, votre majesté, » s'excusa Azuro. « Oh, vous êtes si chou, mes petits, déclara le roi. « J'espère que vous nous ferez l'amitié de partager un délicieux jus de calcaire avant de partir. » Alors qu'il venait de quitter la carrière, Vermillon crachait flamèche sur flamèche. « Couf, couf, quelle misère! Je n'arrive pas à digérer cette boisson infecte. » « Tu as l'estomac fragile, se moqua gentiment Azuro. Et maintenant, direction l'océan rose pour rencontrer les sirènes. Ce bébé compte sur nous. » « Cet océan porte bien son nom, » constata Oria avec surprise. « Les sirènes vivent dans les profondeurs, » s'inquiéta Vermillon. « Comment allons-nous faire pour respirer ?» Les trois amis commençaient à désespérer quand Azuro s'écria « J'ai une idée !»« Tu es un génie !» s'exclama Vermillon. « Je ne pensais pas que je ferais d'aussi grosses bulles un jour. » S'amusa Azuro. Assise sur son trône, la reine des sirènes regardait avec bienveillance. Les dragonos s'approchaient du grand palais aquatique. « Vous êtes trop drôles dans vos bulles !» s'amusa-t-elle avant d'écouter leur récit. « Malheureusement, ce n'est pas un œuf de sirène. Les nôtres n'ont pas cette couleur. » « C'est donc un œuf de phénix !» devina Azuro. « Avant de nous quitter, vous dégusterez bien quelques algues avec nous, » proposa la reine. Revenu sur la terre ferme, Vermillon ne se sentait pas très bien. « Tu as mangé trop d'algues ?» le sermonna Oria. « Déploie tes ailes, » conseilla Azuro. « Voler t'aidera à digérer. Le mont multicolore nous attend. » Des vents violents freinaient la progression des trois dragons. Oria éprouvait de grosses difficultés à avancer. Soudain, l'œuf se mit à vibrer si fort qu'elle le lâcha. « Il faut le rattraper !» hurla Azuro. Les dragonos plongèrent en piqué. Malgré tous leurs efforts, ils n'arrivaient pas à atteindre l'œuf. Ils risquaient de percuter le sol. À moins d'1 mètre du sol, l'œuf se figea, suspendu dans les airs comme par magie. Il scintilla un instant et finit par exploser. Apparut alors un magnifique oiseau aux ailes semblables à des flammes. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau !» s'émerveilla Oria. Grâce au dragono, le petit phénix retrouva sa famille et s'endormit dans un nid tout doux. Ses parents remercièrent les trois amis et leur offrirent une de leurs plumes. « Vous n'avez pas idée du cadeau qu'ils viennent de nous faire, » révéla Vermillon. « Je la conserve précieusement, elle pourra nous être utile. »« Bravo, les enfants !» les félicita le roi. « J'ai encore besoin de vous. Nos dragons cigognes vont me rendre fou. »« Moi, je dis que c'est trop injuste, » râla Vermillon. « Je ne pensais pas qu'il existait des œufs aussi énormes, » soupira Azuro. « Heureusement que l'on s'est entraîné à courir, » rit doucement Oria. « Des œufs d'hippofan, livrés par erreur, et des triplés en plus, » se désola le dragon rouge. « Vivement les vacances. » Cars, un Noël à Radiator Springs. Quelle effervescence dans les rues de Radiator Springs. Toutes les voitures s'activent pour terminer les derniers préparatifs de Noël. De son côté, Shérif patrouille dans la ville. Aucun excès de vitesse ne sera toléré par le policier. Flash et Sally décorent un fantastique arbre de pneus. Grâce à son crochet de remorqueuse, Martin suspend les guirlandes de lumière. De mémoire de bolide, on n'avait jamais vu un arbre aussi majestueux dans toute la vallée.
après tant d'efforts, le réconfort, et rien de tel qu'un bidon d'huile fumant pour se réchauffer le moteur. Aujourd'hui, il n'y a pas de feu à éteindre, mais du hou à arroser. Encore une mission pour Red, le camion de pompiers. Mais où est Martin? Enfin, le voilà. Il tire un traîneau rempli de jolis cadeaux pour les habitants de la ville. Il faut vite déposer tous les paquets sous l'arbre de pneus. Pour le réveillon, Flash se met sur son 31, et en matière de carrosserie, il peut compter sur un artiste hors pair, le formidable Ramon. Ce dernier peint un superbe éclair vert sur la portière de Flash. La voiture de course a un look d'enfer. Luigi préfère s'occuper de la décoration. Avec un pneu et des rubans, il confectionne une jolie couronne à suspendre à la porte du magasin. Guido se charge de faire briller les pneus neige comme des sous-neufs. Quelle équipe de choc! Oh non, Sergent a attrapé un vilain rhume. Il tousse une mauvaise fumée noire et son moteur fait un bruit bizarre. Doc Hudson, le médecin de Radiator Springs, le recharge aussitôt avec un bon sirop antigel. Pas question d'être malade pour le réveillon. Flash McQueen prend des cours de chasse-neige. Grâce à lui, tous les habitants pourront rouler en toute sécurité dans la ville. Tous les préparatifs de Noël sont enfin prêts. Les voitures sont heureuses du résultat. Leur ville brille de mille feux. Les habitants improvisent alors une bataille de boules de neige. À l'attaque! Noël est le meilleur moment de l'année, et ce n'est pas Martin qui dira le contraire. Docteur la peluche, mon histoire du soir. Doc est malade. Comme tous les matins, Doc la peluche ouvre les portes de la clinique. Aussitôt, son stéthoscope magique donne vie aux jouets. Hurrah! Ils ont hâte de s'amuser. Mais la fillette est fatiguée. Et puis, elle doit ausculter Chocotte, qui se sent barbouillée. Oh là là! J'ai du mal à réfléchir, gémit Doc la peluche. Elle se concentre et dit « J'ai un diagnostic. Chocotte va bien, il digère juste son petit déjeuner. Et... Achou !» La fillette se met à éternuer. « Le docteur est malade !» s'exclame Câline. « Ça alors, ce n'est pas banal. »« À notre tour de te soigner, Doc, » dit Touffi. Ali ausculte alors la fillette, qui éternue à nouveau. Achou ! Et se mouche beaucoup. « J'ai un diagnostic », lance soudain le dragon bleu. Notre Doc souffre de néquicoulite. Une chance que la maman de Doc la peluche soit médecin. Sur les conseils de ses amis, la fillette court la consulter. Maman la conduit dans son cabinet pour vérifier sa température. « Tu as de la fièvre, dit-elle. Tu as un gros rhume. Tu dois rester au lit, ma chérie. » Vite, maman installe Doc la peluche bien au chaud sous les draps. Puis, elle laisse la fillette se reposer. Mais Câline, Touffi, Ali et Chocotte viennent s'occuper d'elle, tous en même temps. Quel raffut! Touffi fonce lui chercher un verre d'eau. Hélas, il trébuche sur le tapis. La fillette bondit du lit juste à temps pour rattraper le verre en plein vol. « Vous êtes gentille, mais j'ai besoin de calme pour guérir, » explique-t-elle à ses amis. « Alors nous te ferons des câlins, » répondent-ils tous en chœur. Plus tard, maman est ravie. Doc la peluche n'a plus de fièvre. « C'est grâce aux câlins de mes amis, » affirme la fillette. Et dès le lendemain, elle peut rouvrir sa clinique. Elle se sent en pleine forme pour réparer les jouets, avec l'aide de ses amis, bien sûr.
La Reine des Neiges, un nouvel ami. Ce soir, un grand bal a lieu au château d'Arendelle. C'est le premier bal depuis le couronnement d'Elsa. Elsa veut que cette réception soit exceptionnelle, car cela fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu de grande fête au château. Les deux sœurs travaillent dur afin que tout soit parfait. Anna prépare plein de succulents gâteaux et de délicieuses boissons. De son côté, Elsa décore le château avec de magnifiques statues de glace. Avec tous ces préparatifs, les deux sœurs ne se sont presque pas vues, à leur grand regret. « Que diriez-vous d'un beau bouquet de fleurs pour décorer les tables ?» propose Gerda, la gouvernante. « J'ai une idée, Elsa !» s'exclame Anna. « Et si on allait les cueillir toutes les deux dans la montagne ?» Olaf, le bonhomme de neige, veut venir avec elle. Il adore les fleurs. Le joyeux trio grimpe sur les sommets enneigés. Quel plaisir de jouer loin du château. Olaf et les deux sœurs font une bataille de boules de neige, puis ils chantent et dansent joyeusement. Et si on allait tous au magasin d'Oken, propose ensuite Anna, on trouvera peut-être des articles pour notre réception. Les trois amis ressortent avec des raquettes pour marcher dans la neige, un traîneau, des patins à glace et de la corde. Cela ne leur sera peut-être pas très utile, mais Oken était content d'avoir fait des affaires. Pendant que les filles cueillent des fleurs, Olaf découvre un bébé renne bloqué au fond d'un ravin. Vite, Elsa fait surgir un toboggan de glace. Hélas, la glace est trop glissante et le renne n'arrive pas à avancer. Heureusement, Anna a une idée. Elle prend les raquettes et la corde et l'aide à remonter. Finalement, ces achats se sont révélés très utiles. Le petit renne remercie ses nouveaux amis et lèche le nez d'Olaf. « Hi, rit le bonhomme de neige, un peu chatouilleux. « Viens donc avec nous au château !» Le renne accepte avec joie l'invitation d'Olaf. Puis, comme le bal va bientôt commencer, tout le monde monte dans le traîneau qui dévale alors la montagne à vive allure pour rentrer au plus vite. Quelle arrivée spectaculaire! Les deux sœurs entrent en traîneau dans le château et toutes les fleurs s'envolent sur leur passage. Finalement, c'est bien plus joli qu'un feu d'artifice. Tu vois, on a réussi à faire une réception exceptionnelle, confie Anna à sa sœur. Et nous avons désormais un nouvel ami.